Les eaux Marie ou les écueils de la vie, chapitre 11 et dernier chapitre du roman. Allô Marie? Oui, c'est moi. Alors, à tout à l'heure, chérie. Oui, à tout à l'heure. Marie raccrocha le téléphone, le visage radieux. Ils devaient déjeuner ensemble et il l'avait appelé pour le lui confirmer. Rentrée d'Aswinde depuis une semaine et plus belle que jamais, la jeune femme goûtait auprès de son journaliste les joies de l'amour. Elle en devenait si rayonnante que, curieux, les gens lui demandaient: Où as-tu été passer tes vacances? Elle leur répondait invariablement: au village. Tous les jours, Marie voyait Pierre. À midi, le soir après le travail, ils dînaient très souvent ensemble, allaient danser quand Pierre n'était pas trop retenu par un reportage. Marie, pour rien au monde, n'aurait renoncé à cette vie. Cependant, depuis qu'il l'avait demandé en mariage, elle était angoissée. Elle craignait qu'il ne se conduise comme Jacques. Pierre Yamba était presque un homme de chez elle, en effet. Il était d'une ethnie peu différente de la sienne et cela représentait un atout sérieux lorsqu'elle irait le présenter à la vieille Ndjissan au village. La passion que vivait Marie depuis sa rencontre avec Pierre Nyamba la décida à se ranger. Elle avait choisi plus de débauche, mais une vie honnête où l'espoir aurait droit de citer. Quand Pierre s'absenterait, elle ferait disparaître tous ses déguisements. Elle se priverait pour payer ses cours. Qu'ignorait-elle des privations du reste? Pierre ne saurait jamais. De sa fenêtre, Marie aperçut la voiture de Pierre qui l'attendait. Elle vola littéralement vers lui. Pierre, à un feu rouge, se tourna vers Marie pour lui dire: Marie, je serai en congé dans 2 mois. Je pense qu'il faudrait en profiter pour se marier. Je te laisse le temps de réfléchir à l'organisation de la cérémonie. Tout dépend de toi. Ce sera un grand ou un petit mariage. C'est à toi de décider, alors pense-y. Le feu passa au vert et il démarra. Nous y voilà, songea Marie. Comme toutes les jeunes ivoiriennes modernes, elle rêvait d'un mariage grandiose. Tous les matins, en se rendant au travail à sa descente de l'autobus, quand Pierre absent ne pouvait venir la chercher pour l'emmener au bureau, elle se dirigeait vers le magasin Pronuptia. Elle passait parfois une demi-heure à admirer les toilettes de Marie portées par les mannequins. Mais son fiancé n'était pas issu d'une famille bourgeoise. Elle ne pouvait pas lui imposer de grosses dépenses. Marie était inquiète. Son séjour à Aswinde avait vidé son compte en banque. Où trouverait-elle pour acheter la toilette qu'elle convoitait l'argent nécessaire? Avec quel argent participerait-elle aux autres frais de la cérémonie? Avec quoi préparerait-elle son trousseau? Pendant leur voyage de noces au Sénégal, il lui faudrait acheter quelques souvenirs pour ses amis. Si elle pouvait serrer la ceinture pour ses cours, elle ne pouvait le faire pour satisfaire aux exigences d'une cérémonie qui, même modeste, n'en demandait pas moins de grands moyens. Tout compte fait, il lui fallait reprendre ses activités nocturnes de prostituée et doubler le double de clients, ne fût-ce qu'une fois. Elle s'aperçut qu'ils étaient arrivés. Pierre vint ouvrir sa portière. Bras dessus, bras dessous, il entrait dans un restaurant. Pierre revint à la charge. Alors chérie, tu es d'accord pour qu'on se marie pendant mes congés? Oui, repartit Marie, je veux bien, mais... Mais quoi? Demanda Pierre inquiet. Il faut que tu me laisses encore beaucoup de temps pour l'organisation de la fête. Il faut que notre mariage ne ressemble pas aux autres, à toutes ces unions que nous voyons chaque jour. Sacrée petite Marie, s'exclama Pierre, toujours à la recherche de la perfection. Il commençait à manger. Si Pierre dégustait son plat de couscous marocain, il n'en était rien pour sa fiancée. La contrariété le nouait l'estomac. Si elle avait eu le choix entre hold-up et la prostitution, elle aurait opté pour la première solution. Même pour un mariage sans faste, une modeste vie à deux, ce qu'elle gagnait en travaillant ne saurait suffire. Il lui eût fallu reculer le mariage d'au moins 6 mois pour lui permettre financièrement d'y faire face. Tant pis. À la prochaine tournée de Pierre, elle agirait, vite et bien. Elle achèterait sa toilette, commencerait à équiper leur maison avec tout l'argent qu'elle possédait, plus une partie de ce qu'elle gagnerait. La seconde partie, elle la réserverait pour payer ses cours. Marie savait attendre. Pierre n'allait guère en mission ces derniers temps. Il était toujours là, auprès d'elle en dehors des heures de travail. Aussi était-il impossible à la jeune femme de mettre ses projets à exécution. Mais 2 mois les séparaient encore de leur union.
Avant-hier, le sort avait joué en sa faveur. Pierre avait dû partir de façon imprévue faire un reportage pour compléter une enquête encore ultra secrète. À présent, elle n'attendrait plus. Elle mettrait ses vêtements qui avaient été relégués au fond d'une vieille malle sous le lit. Pour la dernière fois, parce qu'elle avait besoin d'argent, Marie se leva. Elle tira la malle. Elle sortit une robe longue, noire, collante et pailletée, une perruque bouclée, son fume-cigarette noir et son briquet doré. Elle secoua les vêtements, nettoya les bottillons de cuir noir, le fume-cigarette et le briquet. Elle mit ensuite un disque sur l'électrophone et brancha le fer à repasser sur la table pliante qu'on lui avait offerte lors de la naissance de son fils. Marie repassait aujourd'hui les vêtements de sa déchéance. Elle n'eut pas de regret. Avait-on jamais eu pitié d'elle? Marie se prépara soigneusement. Elle sortit avec les précautions habituelles. Un taxi la conduisit au Night. L'atmosphère était toujours la même. Marie se dirigea vers sa place. Elle n'était pas occupée, comme si elle attendait l'arrivante. Marie s'assit et commanda un whisky soda. Auréolée d'une épaisse fumée de cigarette, le regard vague, elle attendait des clients. Elle voyait des hommes seuls qui la fixaient, mais elle ne s'occupait pas d'eux. Elle n'aimait pas les clients fidèles. Ils prenaient trop de liberté avec les filles. Certains même risquaient de s'attacher. Ce n'était vraiment pas le moment de s'encombrer d'une aventure. Soudain, dans l'encadrement de la porte, Pierre Nyamba, le fiancé de Marie, apparut. Le cœur de la pauvre s'affola. Elle se mit à trembler. Le journaliste qui enquêtait sur la prostitution en milieu urbain et villageois avait besoin d'une expérience concrète pour terminer son travail. La cible était la prostituée de luxe. Un de ses amis journalistes lui avait conseillé le Night, parce que c'était une boîte fréquentée par de gros bonnets. Il était sûr d'y trouver ce qu'il cherchait. Les yeux de Pierre s'habituaient vite à la semi-obscurité. Il scrutait le fond de la salle. Pierre aperçut une femme coiffée d'une immense perruque afro. Les ongles démesurément longs révélaient le métier de leur propriétaire. « Eureka !» s'écria Pierre. Puis il se rapprocha de la femme et l'invita. Atterrée, depuis qu'elle avait vu Pierre franchir le seuil de la boîte, Marie semblait clouée à son siège. Elle n'avait pas le choix. Elle se sentait acculée. Elle suivit donc Pierre, celui-ci s'informa du tarif et l'emmena dans un hôtel de luxe. Cela va de soi, non loin du Night. Durant le trajet, Pierre eut la vague impression d'avoir déjà rencontré cette fille quelque part. Et pourtant, il ne s'était jamais intéressé à cette catégorie de personnes avant que le journal ne lui ait demandé de mener cette enquête. Pierre fit la lumière pour ouvrir la bouteille de champagne qu'il avait commandée. Marie s'assit sur le lit, la pauvre avait les jambes chancelantes. Le journaliste emplit 2 coupes, on entendit une à sa partenaire. Quand il levait le verre pour trinquer, Pierre vit sur l'avant-bras de la prostituée située exactement au même endroit que celui de Marie un grain de beauté. Cédant pour une fois à son tempérament bouillant, le journaliste ôta brusquement la coupe de la main de la fille, arracha sa perruque, ses fossiles et lui jeta à la figure le contenu du seau à glace. Avec son mouchoir, il la nettoya et reconnut sa fiancée Marie. Le journaliste et la prostituée se regardaient immobiles. Et tout à coup, perdant tout contrôle, Pierre gifla à toute volée celle qu'il était sur le point d'être sa femme. Il la jeta hors de la pièce. Il tremblait de fureur et de dégoût. Pierre s'effondra sur le lit, la tête entre les mains. Luttant contre une douleur sans nom, Marie le suppliait de la laisser entrer pour s'expliquer. Mais Pierre, inflexible, refusa. Le sang suintait de la lèvre déchirée de Marie. Elle pleurait silencieusement. Mais de gros sanglots secouaient ses épaules. Elle frappa à la porte et frappa encore. Pierre ne répondit pas. Elle s'assit à même le tapis et attendit. Le sang coulait toujours de sa blessure. Elle attendit pendant des heures. Le jour s'annonçait, elle ne pouvait plus rester là. Le dimanche, il y avait trop de gens dans les rues, on pourrait la reconnaître. Marie rentra chez elle. C'en était trop, beaucoup trop pour ses pauvres épaules. Elle se coucha et pleura pendant des heures. Quand elle se ressaisit, elle faisait peur à voir. Ses yeux enflés et rougis s'ouvraient à peine. Ses cheveux étaient en désordre et sur sa lèvre fendue par la bague de Pierre, le sang s'était coagulé, formant une petite boule noire. Tout son corps était endolori et ses joues portaient encore les marques des coups. Dans le couloir sur lequel donnait l'appartement de Marie, il y avait un taxiphone.
La jeune femme y glissa une pièce et composa le numéro de Pierre. La sonnerie retentit longtemps. On prit enfin la communication, mais dès que Marie dit allô, Pierre raccrocha violemment. Des larmes roulaient sur les joues de Marie. Elle reposa le combiné et repartit dans sa chambre. Elle se baigna longuement, le visage à l'eau froide et sortit. Elle appela un taxi pour aller chez Pierre. Marie sonna. Pierre entrebâilla la porte, mais dès qu'il reconnut Marie, il claqua la porte et donna 2 tours de clé. Pierre entendit Marie gémir pendant un long moment devant la porte, mais il n'eut pas un geste envers elle. Le journaliste n'arrivait pas à croire ce qu'il avait vu là-bas dans la chambre d'hôtel. Tournant en rond dans sa chambre tel un fauve en cage, il avait fumé un paquet entier de cigarettes en quelques heures et vidé, sans s'en rendre compte, la moitié d'une bouteille de whisky. Jusque-là, destinée au seul visiteur. Il ne voulait pas revoir Marie, en tout cas pas avant un certain temps. Que voulait-elle lui expliquer? Ne l'avait-elle pas assez trompé comme cela? Complètement abattu, Pierre continua à fumer et à boire. Il avait si mal qu'il eut envie d'envoyer une lettre de démission à son journal. C'était à cause de ce maudit métier qu'il avait connu Marie, l'avait aimé, et c'était aussi à cause de lui que, depuis hier soir, il souffrait tant. Un lundi se leva sur Abidjan et s'inscrivit sur tous les calendriers. La ville grouillante de monde s'était réveillée. Déjà, les arrêts de bus étaient bondés. Marie n'était pas prête pour aller au travail. Pour la première fois depuis son retour d'Assouindé, sa place au bureau serait vide. La jeune femme entendit arriver le camion chargé de ramasser les ordures. Elle lança dans la direction des éboueurs depuis sa fenêtre un gros ballot contenant ses habits de prostituée. Puis, elle sortit tout son linge de la moire et le plia avec soin. Elle mit de l'ordre dans tout l'appartement. Elle retira d'une enveloppe 3 photos, celles de sa mère, de son fils et de Pierre. Elle s'assit, les 3 photos sur la poitrine, et se mit à pleurer. Elle pleurait surtout son fils. Elle n'avait pas eu le temps de l'aimer comme elle l'aurait voulu, il était mort trop tôt. Marie déchira les 3 photos et s'assit devant sa coiffeuse. Elle rédigea pour Pierre une lettre où elle lui résuma son existence si brève et pourtant si chargée. Elle lui dit qu'elle s'était prostituée pour subvenir à ses besoins, mais aussi pour se révolter contre la cruauté et l'injustice de la vie. Elle avait tant souffert à cause de l'argent qu'elle avait choisi de le gagner par la facilité et de le gaspiller pour assouvir sa vengeance. Elle souligna d'un trait rouge ces mots. « Je t'aimais et j'allais devenir une femme digne de toi. » Ce soir-là, dans la boîte, je cherchais de quoi m'offrir le mariage dont j'ai toujours rêvé. Hélas, maintenant tout est fini. Toute ma vie, j'aurais côtoyé le bonheur sans jamais l'atteindre. Prie pour moi. Marie relut la lettre et la mit dans une enveloppe au nom de Pierre. Elle la déposa au chevet de son lit. Puis, elle revêtit une belle robe, la première que Pierre lui avait offerte, celle qu'il préférait. Elle se coiffa et se parfuma. Marie ouvrit l'armoire à pharmacie, elle prit un flacon brun. Une étiquette indiquait « dangereux », ne pas dépasser la dose prescrite. Avec un sang-froid dont elle ne s'était jamais crue capable, Marie versa la moitié du flacon dans un verre. Elle se coucha sur le dos, fit un effort pour placer le chapelet entre les doigts de ses mains jointes. Pierre, une demi-heure plus tard, n'y tenant plus, venait entendre ce que Marie avait à lui dire. Il frappa chez elle, mais il n'eut pas de réponse. Il poussa la porte, elle n'était pas fermée à clé. Il entra, il eut un choc. Marie, les mains sur son chapelet, était en train de mourir. Le journaliste se précipita aussitôt dans le hall pour téléphoner à une ambulance. Il s'aperçut arrivé au taxiphone qu'il n'avait pas de pièces sur lui. Il remonta fouiller dans la poche de son pardessus et redescendit le plus vite qu'il put. Le coup de fil donné, Pierre retourna près de sa fiancée. Il vit alors l'enveloppe à son nom. Il la déchira et en retira la lettre qu'il lut. Du coup, sa colère tomba, alors il s'assit sur le rebord du lit et prit sur ses genoux la tête de Marie. « Pauvre enfant, dit-il, moi seul aurais pu te sauver et t'aider à retrouver ta dignité. Mais aveuglé par la colère et l'égoïsme, je me suis conduit comme un idiot. Peux-tu me pardonner ?» En attendant l'ambulance qui n'arrivait pas, Pierre réconfortait Marie, répétant inlassablement « Je t'aime moi aussi, Marie, tu le sais bien. On va te sauver et nous allons nous marier. Je t'achèterai tout ce que tu voudras. » Marie ne répondait pas, ne bougeait pas. Seuls ses yeux disaient qu'elle était encore consciente. Pierre tremblait pour la vie de cette femme qu'il aimait malgré tout. « Marie, ma chérie, demanda le journaliste, je suis un égoïste, certes,
Mais je t'aime et si tu veux encore de moi comme mari, fais-moi un signe de la tête. » L'infortunée essaya. Elle pouvait à peine bouger. Elle fit un effort, elle commença à soulever la tête qui retomba inerte sur les genoux de Pierre. Marie était morte. Marie, 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 réponds-moi, Marie. Hurla Pierre comme un démon. Non, Marie, non. Tu ne peux pas me laisser seule, tu ne peux pas. Au loin, le journaliste entendit le hurlement de l'ambulance. Ainsi s'achève notre roman. Waouh! Je suis encore émue, j'ai encore les larmes aux yeux. Ce roman, j'avais même écrit derrière, j'avais même oublié. J'avais dit au début de la lecture de ce roman que je l'avais lu à l'âge de 14 ans, mais je viens de me rendre compte que derrière, j'avais même signé. J'avais lu ce roman, je l'ai reçu de ma mère à l'âge de 12 ans. Sincèrement, je suis encore outrée. J'ai encore mal ici, encore dans la tristesse qu'elle vit. Quand je pense qu'il y a certaines personnes qui ont vécu cette vie-là, ça me fait encore de la peine de penser que Marie a fini tragiquement, sans laisser même d'héritier, quelqu'un qui allait se rappeler d'elle. Elle fut aimée, choyée par sa mère, mais sa mère, malheureusement, est vite partie. Elle a vite quitté ce monde. Elle est restée avec son père, un homme égoïste qui n'a pas jugé bon de s'occuper de sa fille. Cela me laisse sans voix, cela me révolte de voir qu'il y a encore des parents qui se disent à un certain âge ne peuvent vouloir s'occuper de leur enfant, surtout qu'elle est mineure, parce que il avait arrêté pendant que Marie n'était pas encore majeure. Comment comprendre que il y a encore certaines personnes qui souffrent de cela, et cela me fait penser à une de mes amies de l'époque qui m'avait toujours dit une fois en larmes, lorsqu'elle repensait à sa vie, qui a dû se faire elle-même pour pouvoir assumer les frais de sa scolarité. Et quand je dis qu'elle a pu devoir elle-même assurer les frais de sa scolarité étant jeune, cela veut dire qu'elle a dû coucher ça et là, à gauche, à droite. Sincèrement, quand je pense à la vie que certaines filles vivent, je suis triste pour elles. Je ne me vois pas en train de les juger parce que moi, je n'ai pas vécu cette vie-là. Et j'essaie de comprendre, j'essaie de me mettre à leur place pour comprendre. Quand on a été longtemps choyé, quand on a eu des parents pour prendre soin de nous, quand on a eu des parents pour s'occuper de nos besoins, deux fois, on ne peut pas se mettre à la place de certaines personnes qui sont sur le monde de leur passage, qui doivent lutter pour survivre. Ah, la vie! Quelle complexité, la vie! Et là, lorsque j'ai recommencé à lire ce roman avec vous, je m'étais attardée sur la première de couverture de ce roman. J'ai été en train de regarder le visage de Marie et j'ai compris. Car la première fois, je n'y avais pas pensé. Si vous regardez l'image, vous verrez que on remarque que le visage de Marie est un peu clair, comme s'il y avait une lumière sur son visage. Et moi, je le comprends comme cela. Je vais l'expliquer comme moi, je le comprends. Je me dis que cette lumière nous montre la vie de Marie, c'est-à-dire au début de sa vie, comment elle vivait, comment elle était heureuse. Elle n'avait pas d'inquiétude. Et là, sur le côté, on voit qu'il y a une partie qui est un peu sombre, comme s'il y avait une ombre sur son visage, comme une obscurité. Et c'est là que je comprends la mort de Marie à la fin du roman. Car si j'y avais prêté attention, j'aurais compris que cette ombre qui était sur son visage représentait la souffrance par laquelle elle devait passer jusqu'à sa mort. Et vous, que vous dit le visage de Marie sur la première de couverture de ce roman? Quelle tristesse et quel fait tragique. J'en ai encore les larmes aux yeux. Marie, c'est quelqu'un qui m'a marqué lorsque j'avais 12 ans, lorsque j'avais lu ce roman. Oui, c'est vrai. J'aurais dû le lire à partir de 15 ans, mais maman m'a donné à 12 ans parce que à l'âge de 12 ans, j'étais une férue de lecture. Je lisais tout ce qui me tombait sous la main, même les dictionnaires, j'y pense encore. Quand je me rappelle, cela me fait rire. Et j'ai même appris, après 2 ans plus tard, à aimer les romans de Molière. Je sais, ceux qui ont lu Molière ne l'ont pas aimé, n'ont pas aimé ses écrits. Mais moi, j'étais devenue une digne des romans de Molière et j'en ai encore ces romans. Et je les relis lorsque j'ai cette nostalgie. Et je cherche même encore le reste de ce qu'il a bien pu écrire pour combler ma bibliothèque des romans de Molière. Car je suis une folle de l'écriture de Molière, de la manière dont il a écrit ses romans. Sur ce, je vous dis à très bientôt et je vous remercie de suivre avec moi les chapitres des romans, des différents romans que je vous lis.
Car moi, je pense que la lecture nous permet de nourrir notre âme. La lecture nous permet de forger nos pensées, de forger notre esprit, car c'est comme si on voyageait, on traverse des horizons sans même pas se déplacer. Je vous dis bye et à très bientôt avec un nouveau livre. Bye!